Ce que le sifflet ne dit pas. Donc aujourd'hui, je me retrouve pour un pod talk avec Joseph Bissang. Joseph, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, super. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Alors, d'abord, je vais te laisser te présenter ton parcours et comment t'en es arrivé jusqu'à là, quoi, aujourd'hui. Ok. Mon parcours, moi j'ai grandi dans le 7e arrondissement, donc au-dessus d'un gymnase, au-dessus d'un stade, l'AS Mon Conseil. Donc Ok, c'était naturel d'aller faire du tennis et du basket juste en dessous de chez moi. ok, Donc c'est comme ça que j'ai commencé le basket à l'âge de 8 ans. Et puis en minime, je suis parti au Racing qui était pas beaucoup plus loin, toujours dans le 7e arrondissement, donc dans le mhm, quartier. Et puis, c'est comme ça que petit à petit, j'ai eu le pied à l'étrier. Vers 16 ans, j'ai fait un stage d'arbitrage, ok, mais pas pour devenir arbitre, pas parce que j'étais passionné par l'arbitrage, peut-être même le contraire. J'étais plutôt un bon râleur ouais, sur les arbitres. Et donc, je me suis intéressé en disant, mais quelle est la difficulté? Qu'est-ce qui amène à être arbitre? Et quelles sont les difficultés qu'éprouvent les arbitres ouais, quand ils sifflent une situation? Moi, c'était plutôt la règle du marché. Je comprenais pas pourquoi le marché posait problème mhm, aux arbitres. Donc, j'ai fait le stage à 16-17 ans et c'est vraiment par le hasard des rencontres que je suis resté dans l'activité, quoi. ouais, ok, t'as pris goût directement. Ouais, pas forcément pris goût, en fait. J'ai fait un stage mais pour découvrir, comprendre, comme je viens de le dire. Mhm, Et en découvrant, j'ai passé le diplôme. J'ai eu mon diplôme d'arbitre, mais j'étais toujours joueur. Et donc ok, le diplôme, je l'ai vraiment mis de côté. ouais, Presque pendant 5-6 ans, j'ai ouais, pas tu t'occupes arbitré, plus, quoi. plus du terrain J'étais en plus tant que joueur. joueur. J'étais vraiment plus joueur. Je jouais en cadet au Racing, en championnat de France. Ok. Et donc l'arbitrage, j'y pensais même pas. Ouais. C'était juste Et quelque chose que tu avais validé comme ça sur le côté. exactement, Ok, exactement. d'accord. C'était un Bon, papier que j'avais et puis je savais même pas que j'allais y revenir ou pas. hmm, Ouais, non, non, vraiment. ok. Bah, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi, selon toi, les plus gros matchs, pardon, et joueurs arbitrés? Les plus gros matchs en ce qui me concerne, en fait, moi, je sais pas, comme je disais à l'instant par rapport à l'arbitrage et le jeu, je prends vraiment, peu importe le match que j'ai à arbitrer, j'essaie vraiment de relativiser. Hmm, Peu importe le type de joueur que j'ai à arbitrer, pareil, ça reste un joueur de basket, ouais, que ce soit en départ, en région, en championnat de France. Mais il y a quand même, bien entendu, des matchs il y a des qui ont icônes quand même. plus d'exposition, je dirais, Hmm, que d'autres, donc qui a priori apportent plus de pression et plus d'investissement de la part des joueurs, donc du coup aussi de la part des arbitres. Et moi, j'ai eu l'opportunité de faire un camp NBA à Las Vegas. ouais. Et donc là, oui, quand on arbitre Jason Kidd qui commençait à coacher, qui est sur le banc et Ouais. que on est fan de C'est basket avant l'époque où il était tout, au Bucks, je pense. exactement. Ok. Donc oui, ça fait quand même bizarre de voir qu'il y a une icône du Hmm, basket à côté et qu'on l'arbitre. ouais. J'ai fait aussi la Coupe du Monde en Espagne, la Coupe du Monde de basket en C'est- 2014 Ok, d'accord. en Espagne. Et puis le Et Steph championnat Curry, tout d'Europe en ça. Slovénie. Donc là, quand on arbitre Team USA et Hmm, Steph Curry, ouais. donc ça fait vraiment, c'est aussi emblématique. C'est des joueurs qu'on voit qui ont une renommée internationale Ouais. et plus que ça. Donc oui, c'est peut-être ouais, c'est peut-être particulier. Ouais. Ouais. Et la salle qui t'a le plus impressionné? Moi, j'ai mon avis. Est-ce que Ouais. c'est le Partizan? Non, pas forcément. Non? Non, 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 non. Il y a des collègues qui sont impressionnés, qui apprécient d'arbitrer. Moi, je suis basketteur. C'est une salle emblématique, on peut pas le nier, surtout quand ils jouent au Pionnier. Dans Hmm. une petite Ouais, salle la petite avec salle un peu plus petite. Pas la exactement. Stark Arena, Ouais, l'autre. ouais, ouais. Une ambiance folle, blindée, comme un œuf, à étouffer Ouais, les on a gens. On a l'impression que la l'impression qu'ils sont sécurité, sur le terrain, quoi. ouais, on a l'impression qu'il n'y a pas de sécurité, quoi. Exactement. C'est un De ce peu. point de vue-là, oui, c'est la salle où on a vraiment l'impression que tout peut se passer pour les Hmm, joueurs, pour les arbitres. Donc ça transcende l'équipe locale et souvent ça anéantit un petit peu l'équipe adverse. hmm, Et ils essaient de tout faire aussi pour amener les arbitres du côté ouais, de la foule. Et c'est la salle peut-être, oui, la plus bruyante à ce niveau-là. hmm. Mais c'est pas la salle qui m'a le plus impressionné. Mais il y a Fener aussi, parfois Fener, c'est un peu bruyant. c'est C'est pas mal bruyant. aussi, ça Ouais. envoie. C'est encore plus volumineux, En tout cas, vu de la ça télé, envoie. c'est impressionnant, rien Et que derrière la télé, quoi. ouais, ouais. Et la Starks Arena aussi, hein, quand elle est pleine, Hmm, c'est des fans de basket. Hein. C'est des c'est fans de ça. basket de Limoges. Limoges, quand la salle Limoges, ouais. est pleine, quand elle Hmm, envoie, c'est aussi, c'est assez bruyant et assez porteur aussi pour les joueurs, quoi. ouais. Ok. Euh, Comment tu gères les relations avec les joueurs ou avec les coachs quand
quand ça peut être compliqué, quand il y a des moments un peu, genre quand les coachs réclament un peu trop de choses, quand les joueurs réclament un peu trop de choses, comment tu arrives à gérer ça? Bah, faudrait peut-être leur demander comment eux, ils pensent que je le gère, mais non, bah, disons que ça fait partie de l'activité. Ça fait Mhm. partie de l'activité. C'est très rare. Hier, par exemple, j'ai fait un match Orléans-Aix-Maurienne. Là, on a deux coachs qui sont vraiment très calmes, très coopératifs. C'est plus dans l'échange vraiment. Il y a des coachs qui sont beaucoup plus, qui sollicitent beaucoup plus l'arbitrage. Ça fait partie de l'activité. À partir, bah, il y a un règlement. Hein. Le coach doit être à l'intérieur du règlement. À partir du moment où il n'est pas, bah, c'est notre rôle, notre devoir de l'amener à comprendre qu'il est hors cadre, de le Mhm. recadrer, quoi, en gros. S'il accepte, ben, tout va bien, ça se déroule de façon tranquille. S'il n'accepte pas, ben, derrière, il y a l'avertissement et la sanction, quoi. Ouais, Mais c'est, je pense c'est que que ça se passe bien. oui, c'est d'amener le coach à comprendre qu'il est hors cadre et qu'il accepte qu'on le recadre. Et Mhm. à partir de là, tout baigne et ça veut dire qu'on a réussi. Ouais. Et que le Ouais. match se passe sereinement Exactement, et qu'on s'occupe exactement. plus du terrain plutôt que. Du coach qu'on le voit pas et qu'on Mhm. voit pas les arbitres, bon, ça veut dire que tout se passe bien. Ouais, Mais après, je dirais, c'est le coach et le joueur qui choisissent. Hein. ouais, Ça fait partie de l'activité d'avoir des gens qui gesticulent un peu, de recadrer, de sanctionner. Mhm. Ça fait partie de l'activité. Ok. Moi, ça me pose pas de problème particulier. Est-ce que du coup, il y a certains coups de sifflet que tu as pu regretter dans ta carrière sur des fins de match ou des coups de sifflet qui, selon toi, ont peut-être changé le cours d'un match sans que tu vois d'inconvénients sur le moment? Mhm, mhm. Non, j'ai la chance de pas avoir trop eu de coups de sifflet malheureux. Ok. Mais je dirais même, oui, il y a on reconnaît qu'on fait des erreurs, on est des êtres humains. Moi, quand le coach ou un joueur vient me voir en me disant, Joseph, tu t'es trompé ou monsieur l'arbitre, je suis pas d'accord avec votre décision, moi je dis souvent, ben, certainement, je verrai à la vidéo T'es là si pour tu as apprendre aussi. raison ou si c'est moi qui ai raison. Mais je suis humain, je suis pas un robot, je fais Mm. des erreurs. Et comme un joueur peut faire Ouais, des on erreurs, peut comme un louper des coach lay-ups, peut, on peut. exactement, exactement. Oui, j'ai fait une erreur, ben, je vais y réfléchir et ça va me servir à m'améliorer pour le Mm. match d'après, pour être meilleur. Et je considère que l'erreur du joueur fait partie du jeu et l'erreur de l'arbitre fait partie du jeu. Mm. Tout le monde ne le prend pas forcément comme ça, Ouais, mais ouais. moi j'essaye d'apprendre de mes erreurs pour être meilleur demain et puis d'avancer quoi. Mm. Ouais. Ok, bah, c'est une belle leçon de vie en tout cas. J'essaye, je le vis comme ça, je le vis comme ça. Et en ce qui concerne le flopping, parce que c'est quelque chose que je pense qui est compliqué à distinguer. Mhm. Comment, c'est quoi enfin, tu préviens les joueurs quand tu vois qu'ils flopent, tu sanctionnes directement, comment ça se passe? Bah, moi je pars du principe qu'un joueur il a le droit de tomber sur un terrain de basket. Bah, déjà parce que ça peut être malencontreux, ça peut être vraiment le fait du jeu ou ça Mm. peut être le flopping, donc la simulation, la volonté du joueur de tricher. Mm. À partir du moment où je l'identifie, mais de façon claire, Mm. et ben là aussi, il y a le règlement, c'est un avertissement dans un premier temps, Ok. la sanction dans un deuxième temps, qui est la sanction d'une faute technique, qui Mm. amène un lancer franc, Ouais. et on reprend le jeu là où il s'est arrêté. Mais je donne toujours une chance aux joueurs. Et quand je suis dans un trio, j'essaie toujours de faire en sorte qu'il y ait au moins deux arbitres qui ont identifié la situation comme étant clairement une volonté de tricher de la part du joueur. À partir du moment où il n'y a qu'un arbitre, ben on lui accorde le bénéfice du doute au Mm. joueur, on lui parle un peu comme on parlait des coachs à l'instant qui Ouais. commencent à être hors cadre. Là, le joueur il est hors cadre parce qu'on estime qu'il veut tricher Mm. ou qu'il était sur la limite, sur la Donc fais tangente. attention. On lui parle en Ouais. disant ben là, tu es un peu limite. Et si ben, il accepte, ben, tout va bien, on le reverra plus flopper ou un membre de Mm. son équipe. Ben, s'il n'accepte pas et qu'il recommet, bon, ben, c'est un avertissement et puis la Logique. sanction Mm. une deuxième fois. Quoi. D'accord. Et en ce qui concerne tout ce qui est échauffourée, bagarre, comment tu gères ça? C'est quoi les consignes qu'on vous donne et toi, personnellement, comment tu gères la chose? Moi, j'ai eu de la chance, encore une fois, de ne pas en avoir eu de trop sur mes matchs, mais j'en ai quand même eu une belle Quelques-unes. ou une situation d'échauffourée. C'était sur un match France-Serbie entre En quelle année? Nicolas Batum et Djokic. Ok, Et ok. là, ben, on a deux belles bêtes, deux gros Ah, c'est... joueurs et deux physiques assez imposants. Et quand on a Djokic qui commence à courir et on sent qu'il veut en découdre, et là, ben, l'idée, c'est vraiment à chaque fois d'essayer d'intervenir le plus tôt possible pour éviter que les joueurs en arrivent aux mains. c'est ça, il faut pas que le banc rentre sur le terrain Exactement, aussi, exactement. sinon C'est ça peut d'avoir partir au loin. moins un arbitre des trois qui contrôle les bancs. Essaie de faire en sorte que ben, s'il y a peut-être deux joueurs ou trois qui en viennent aux mains, mais qu'il n'y ait pas
12 joueurs d'un côté, 12 joueurs de l'autre. On essaie vraiment de prévenir Euh, ça. Et là, souvent, on a besoin des coachs. ouais, du On coup, a les coachs, besoin ils ont des... une consigne de retenir leur banc. C'est Exactement. bien ça? C'est l'idée, c'est vraiment les coachs et les assistants de faire en sorte qu'il n'y a aucun joueur du banc qui mette un pied sur le terrain. Voilà. Parce que souvent, ils s'élèvent tous à ce Bah, moment-là. ils veulent protéger leurs partenaires, ce qui est Mmh. normal, ce qu'on Mmh. peut comprendre humainement et en termes d'équipe et d'état d'esprit C'est d'équipe, ça. quoi. C'est ça. Et à partir de là, bah, une fois qu'on a essayé d'intervenir, bah, d'écarter, de ramener les joueurs vers leur banc, Ouais. et là, de regarder, et là, on a accès à la vidéo. Ok. On a l'accès Et à la après, vidéo, vous prenez la et en fonction de décision. la vidéo qui est rentrée sur le terrain, s'il y a eu des coups échangés ou pas, on prend les décisions qu'ils imposent et les sanctions qui vont avec, Je quoi. sais pas si tu as déjà vécu ça. Est-ce que tu as déjà vu un coach qui voulait être violent avec des arbitres? Avec des collègues à toi ou Non, parce que je pense qu'il y a il y a pas un de, certain contrôle? il y a pas de conflit vraiment. Le Ouais. coach, il joue vraiment son rôle parfois et c'est du cinéma. Parfois, Ouais. c'est vraiment réel. Pour Parfois, il y avoir a de la un coup de tension. sifflet juste Exactement, après, exactement. pour avoir une compensation Mmh. ouais. Lui, il estime qu'on s'est trompé d'un côté et qu'on n'est pas cohérent. C'est un Et jeu, donc c'est un là, jeu. ils essaient un peu de faire en sorte que, bah, de nous amener à être cohérents. Mais oui, il y a des coachs qui s'énervent, il y a des coachs qui sont un peu tendus. Mais j'ai jamais vu vraiment une agressivité directe Ouais. dirigée vers Non, un arbitre. ça reste des coachs qui jouent leur rôle de coach, quoi, Oui, envers les oui, arbitres. oui. Ça Ils peut ont, parfois même, il y a des coachs qui peuvent se rapprocher de l'arbitre, machin, mais ça ouais, reste mesuré, quoi. Ça Hmm, reste sous contrôle je malgré tout. vois, je Ouais, vois. ouais. Selon les contextes, par exemple, tu siffles du championnat toute l'année. Est-ce que en playoff, tu siffles d'une différente manière, que ce soit en playoff, que ce soit dans le basket FIBA? Parce que je sais que moi, par exemple, quand j'ai joué des matchs en FIBA avec la Côte d'Ivoire, Mhm. c'était pas le même arbitrage, c'était pas les mêmes coups de sifflet que j'avais. Et du coup, comme tu nous as dit, tu as arbitré en NBA Summer League. Comment tu siffles différemment dans tous les contextes? Parce que en NBA, c'est des règles différentes, du coup. Ouais. Non, en fait, l'idée, je pense vraiment de l'arbitrage, et je pense que c'est ce qu'attendent les joueurs et c'est ce qu'attendent les coachs, c'est de la cohérence. Mm. Donc, quand on arrive sur une Summer League, quand on arrive sur une Coupe du Monde, un championnat d'Europe, quand on arbitre en Euroleague, Mm. en FIBA ou en championnat de France, mais c'est pas les mêmes arbitres. En Euroleague, par exemple, c'est les 2, 3, 4 meilleurs arbitres de leur pays, De chaque pays, ouais. de chaque pays. Donc, ils ont déjà une certaine maturité dans l'arbitrage, Mm. un certain vécu, une certaine reconnaissance. Donc, du coup, ben, on est obligé le niveau est forcément beaucoup plus performant et on s'adapte. Quand on arrive en playoff, eh ben, il y a moins d'arbitres, il y a moins d'équipes. Donc le niveau, le volume physique et l'intensité, les impacts ne sont plus les mêmes. Ouais. Donc forcément, Tu laisses un peu plus. on laisse plus jouer. Pas parce qu'il y a plus d'erreurs et qu'on laisse les erreurs. Si c'est une erreur qui a été commise en début de saison, on la sifflera. Mm. Mais il y a beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de volume physique Mm. et beaucoup plus de contrôle. Et donc là, nous, on est beaucoup plus sur la retenue de se dire, bah, faut pas précipiter le coup de sifflet, faut prendre le temps d'analyser, d'être sûr qu'il y a vraiment une tricherie, une erreur qui impacte le jeu. Ouais. Et là, on intervient. Ok. Alors que bah, plus tôt dans la saison, même nous, on n'est pas encore prêts, puisqu'on est en train on revient de vacances, on reprend le championnat, on a fait 1 ou 2 matchs amicaux, on se met dedans, un peu comme les équipes. Ouais. Donc on rentre dedans et puis au fur et à mesure, je pense que Ouais, la maîtrise monte comme une équipes. équipe de basket, Exactement, quoi. exactement. On monte en puissance pour arriver à notre meilleur niveau. Au moment des playoffs. Ok. Et là, il y a les meilleures équipes qui sont là, les meilleurs arbitres qui sont là. Mm. Et forcément, le jeu est différent et l'arbitrage s'adapte au jeu. Ok. Mm. J'avais une question. Comment tu te prépares pour un match, par exemple un match d'Euroleague? Est-ce qu'il y a un scouting? Comment ça se passe en fait? Comment un arbitre se prépare pour un match? Ouais, ouais. Non, mais c'est très intéressant. Je pense que les gens ont un peu cette curiosité. Bah, déjà, on analyse forcément chaque match qu'on fait. Ok. Chaque match qu'on Donc fait, tu les revois? on le revoit pendant 2, 3 heures. On regarde les attitudes. Moi, je regarde mes attitudes. Ok. Est-ce qu'elles inspirent de la confiance aux acteurs? Ok. Est-ce que j'ai des attitudes agressives et il faut jouer dessus et calmer ça pour inspirer de la sérénité et du contrôle? Est-ce qu'on a sifflé techniquement on a commis des erreurs ou j'ai commis des erreurs d'analyse technique pour essayer comme je disais tout à l'heure, les corriger sur les matchs suivants, essayer d'être meilleur. Et forcément, on regarde, moi en tout cas, les 2 ou 3 derniers matchs que les 2 équipes que je vais arbitrer ont pu faire. Ah ouais, carrément. Ouais. Mais parce qu'il y a des enjeux, les équipes, la technique évolue, il y a des changements de joueurs qui peuvent intervenir dans la saison. Donc ils ont changé leur roster, ils ont inséré des joueurs nouveaux et peut-être un coach aussi qui a changé. Ok. Et donc, faut voir comment l'équipe évolue, ce qu'elle propose comme style de jeu
pour Ok. essayer d'être proactif. C'est pas d'anticiper une situation, mais d'être prêt à tout ce qui pourrait se produire. On dit souvent dans l'arbitrage, il faut essayer de prévoir l'imprévisible. C'est pas facile, Ouais. mais il y a que en analysant les situations d'avant où ben, on est peut-être un peu plus présent au moment opportun, quoi. Ok, non, c'est super intéressant. Je pensais pas que ça se passait comme ça. Si, si. Du coup, là, j'imagine que là, tu vas rentrer chez toi, tu vas peut-être scouter une équipe que tu vas arbitrer dans la semaine. Ben, c'est ce que j'ai fait. J'étais dans le train en revenant. J'ai regardé mon match d'hier, Orléans-Aix. Ouais. Et là, j'ai fini. Là, cet après-midi, je vais regarder les matchs qui se sont déroulés hier à Chalon contre Dijon. Ouais. Et puis Nancy, Saint-Quentin, C'est pour être prêt parce qu'on est en play-off et je suis susceptible d'être convoqué pour arbitrer ces équipes. Ouais. Donc voilà, je fais des montages, je fais des vidéos, je fais des clips Ok. sur des attitudes de joueurs, sur la technique des joueurs, des attitudes de coach pour être prêt, savoir à quel moment les coachs sont plus dans l'émotion ou pas et d'être prêt à proche d'eux pour calmer cette émotion. Ok, non, c'est intéressant, Voilà. super intéressant. Et comment tu te prépares du coup l'été? Parce que nous, on a notre prépa physique, mais un arbitre, c'est un travail super physique parce que limite, je pense que tu es plus sur le terrain que nous. Comment tu te prépares l'été du coup? Ben, je pense comme un joueur, hein. Comme un joueur, on se prend une période de repos. Tu fais un break, ouais. Ouais, une période de repos, 15 jours minimum pour moi en général, Ok, sauf peut-être cet été puisque je vais accompagner l'équipe de France dans leur prépa ok, pour le championnat d'Europe. Donc je ok. vais et ça aussi c'est de la préparation. Donc je suis avec eux sur toute leur prépa. Ok, Donc je les ça, c'est suis aux super. entraînements, je les arbitre. Je suis avec le staff. Ok. Et quand ils jouent, ils font des matchs amicaux là, Ouais, les cet été, scrimmages, tout les ça. scrimmages, les choses comme ça. Donc je suis là avec un collègue, j'arbitre. Ah, super. Et donc, ça Ok. me permet physiquement déjà de courir et ça me permet techniquement de comprendre ce que une équipe nationale, internationale peut faire Très haut niveau. pour être, voilà, pour être prêt. Et puis, ben, l'été, courir, se préparer physiquement Ouais. pour redémarrer, être prêt. On a des athlètes et on se doit, nous, d'être aussi prêts à courir. Ah, surtout quand je vois des contre-attaques maintenant à la vitesse à laquelle ça va. Genre, suivre TJ Short sur une contre-attaque, ça doit pas être Exactement, facile. exactement. Et puis c'est à tous les niveaux. On voyait ça sur une ou deux équipes. Maintenant, c'est toutes les équipes qui sont vraiment sur le run and gun. Mm. Donc, il faut être prêt à enchaîner les courses à aller-retour, up and down. Et puis, bah voilà. Donc, on doit s'entraîner à ça, quoi. Sur du Ok. fractionné. Ouais. Voilà. Hein, Oh, au c'est comme final, on ça. pourrait faire notre prépa ensemble. Bah, tout à fait, tout à fait. Avec grand Euh, plaisir. Et selon toi, du coup, quelle règle a changé le basket ou pourrait changer le basket? Euh, C'est pas facile comme question. Ouais, c'est pas facile, mais en fait, moi, je pense qu'il y a un truc qui pourrait vraiment changer le basket, c'est une fusion des règles. Parce que quand on arbitre, moi par exemple, j'ai arbitré en FIBA aujourd'hui. Bon, moi je suis en Euroleague parce qu'il y a Mm. un petit peu une guéguerre entre les deux Mm. instances. Mais les règles en FIBA, les règles en Euroleague, les règles en NBA sont différentes. Mm. Et si à un moment donné on joue 12 minutes en NBA, on joue 10 minutes en FIBA, en Ah, Europe, on s'y retrouve pas. on s'y retrouve pas, le spectateur, l'arbitre parfois, les situations où on peut aller regarder la vidéo sont complètement différentes et des codifications sont différentes. Mm. Et je pense que si il y avait une unité, ce serait beaucoup plus facile et beaucoup plus lisible pour le spectateur Ouais, et le c'est vrai. téléspectateur. Et ça nous permettrait de voir un Lakers contre Pana, peut-être, un jour. Ouais, mais tout à fait. Ce serait vraiment Tout à super. fait. Ouais, tout à fait. Bon, après, sinon, oui, il y a la règle 3 points. Le 3 points, on voit aujourd'hui que toutes les équipes essayent vraiment d'axer le jeu sur le tir extérieur À et sur cause le d'un tir à homme. 3 points à cause d'un homme ou à cause de deux hommes. Moi, je dis toujours, oui, il y a Steph Curry, Et à Klay mais Thompson. il y a Klay Thompson Mm. aussi. C'est vraiment, Après, il y a aussi les Damian Lillard qui ont suivi. exactement. Mm. Les autres ont suivi. C'est parti aux États-Unis, à NBA. C'est arrivé en Ah Europe. bah là, Et aujourd'hui, on voit que ça. on voit C'est quasiment que fou. ça. Si on regarde un match, l'autre jour, je m'amusais à regarder des matchs d'Euroleague 2012-2013. C'est plus du tout le même basket. Le basket a changé. Le basket a vraiment changé et évolué. Mm. Pas forcément dans le mauvais sens, pas forcément dans le bon sens non plus. C'est vraiment différent. C'est complètement Mm. différent, mais même pour nous. Ce qui veut dire aussi avant, quand il y avait un jeu de transition, ben, soit ça finissait en lay-up, Mm. et soit le jeu on allait avoir un jeu posé. Aujourd'hui, bah, il faut que c'est presque, ça a amené aussi nous à changer nos positions et l'analyse de jeu. Aujourd'hui, jeu de transition, bah, même si le joueur il est à 1 contre 1, il peut s'arrêter, Ouais. shooter à 3 points.
c'est Et ça. donc, ça veut dire que le regard doit se poser ailleurs. Est-ce qu'il va y avoir une faute sur le tir? Est-ce que le joueur, il touche la ligne à 3 points? Ou est-ce qu'il est, donc, du coup, le panier à 2 points? Est-ce qu'il est derrière? Hmm, Quel arbitre va regarder ça? ouais, Donc, pour nous aussi, ça nous a amené à adapter ce que nous, on appelle nos IoT, donc notre positionnement, notre mécanique d'arbitrage, un peu comme un système de jeu pour les ouais. joueurs. Et notre système d'arbitrage, on a été obligé aussi de le revoir, le calquer à la nouvelle façon de jouer, quoi. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour d'avoir accepté ce podcast. Est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui aimeraient se former en tant qu'arbitre? Non, ben moi j'invite, l'arbitrage c'est aussi une passion, hein, c'est l'autre penchant du jeu, donc tous ceux qui souhaitent, les jeunes notamment, voire même les moins jeunes ou les anciens joueurs qui ont arrêté et qui voudraient faire, pourquoi pas, juste essayer par curiosité, et ça plaît, on reste, ça plaît pas, bon ben voilà, on a essayé, ça coûte rien quoi, donc voilà, faut que ce soit une passion, un plaisir avant tout, moi c'est ça qui me guide quoi. Ok. Bah, merci beaucoup, Joseph. Non, ben je t'en prie Merci François, beaucoup. merci beaucoup Merci. et bonne continuation, bon courage à toi.